Bonjour, du coup à tous et à tous. Bienvenue et merci, à toutes et à tous, pour votre participation à ces webinaires professionnels, du coup proposés par le Salon du livre et de la presse jeunesse en Seine-Saint-Denis. Ce sont 2 jours composés de plus de 80 rencontres avec l'édition de jeunesse. Nous sommes également heureux de vous inviter, au salon qui s'apprête à ouvrir, ses portes mercredi, prochain, le 30 novembre et qui se déroulera jusqu'au lundi 5 décembre à Montreuil. En tant que professionnel, du livre et de l'enfance, il vous suffit de vous accréditer en ligne sur slpjplus.fr pour vous y rendre en accès libre et sur, toute la durée de l'événement. Du coup, nous vous attendons nombreux. Alors pour ce webinaire, nous accueillons donc nous vous accueillons Julien Bisson, Stéphane Kiel et Claire Martin pour le 1 des librairies, qui nous présentera ce webinaire sous le nom de Quel visage donner aux animaux. Alors je vais vous laisser du coup la parole pour la suite. Bonjour, bonjour à toutes, bonjour à tous qui êtes connectés pour suivre ce webinaire. Merci beaucoup d'être parmi nous. On est ensemble pour 45 minutes à peu près avec nos invités. Donc, comme il a été dit, en partenariat avec le 1 des libraires qui publie son nouveau numéro sur les mondes imaginaires, un numéro dans lequel on parle notamment du rapport aux animaux, puisque les animaux peuplent ces mondes imaginaires depuis très longtemps. C'est une rencontre qui va s'interroger sur le visage qui est donné aux animaux et l'illustration des animaux. Comment dessiner les animaux? C'est une question qui se pose depuis très longtemps, puisqu'il est peut-être possible qu'on ait commencé à dessiner des animaux avant de dessiner des êtres humains. Ce dessin des animaux s'est poursuivi au fil des siècles. Il prend peut-être une couleur nouvelle aujourd'hui, alors que la conception que l'on a du règne animal et des animaux évolue au fil des années. Et peut-être que ça a aussi un impact sur la façon dont on les aborde graphiquement aujourd'hui dans les albums. Et pour en discuter, on a la chance d'avoir deux dessinateurs, deux illustrateurs qui vont pouvoir nous évoquer pour nous la façon dont ils travaillent. Alors, je vais les présenter rapidement et puis peut-être qu'ensuite, ils pourront revenir sur leur parcours. D'abord, Claire Marta, qui est illustratrice pour le 1 Hebdo régulièrement et qui a dessiné pour le 1 et la Martinière Jeunesse cet album J'habite une plaine sauvage, notamment, que je vous montre ici. Qui a aussi dessiné Les animaux de l'extrême à la Martinière. Elle va revenir avec nous sur son travail, sur ses albums. Et puis Stéphane Kiel, auteur et illustrateur de nombreux albums où les animaux ont une place prépondérante, et notamment dans sa trilogie Blanc, Vert, Rouge à la Martinière, album jeunesse qui explore le lien à la nature et notamment au monde animal. Voici Blanc ici, qui est un album absolument magnifique. Je vous rappelle, avant de leur poser la première question, que vous-même qui nous suivez, vous pouvez poser des questions. Il y a normalement une petite barre pour pouvoir poser les questions sur le côté. On pourra réunir les questions que vous avez au fur et à mesure, de façon à ce qu'on puisse poser vos questions à nos invités. Mais je vais leur laisser la parole et peut-être d'abord, je vais les laisser, j'ai fait une brève présentation de chacun d'eux. Peut-être vous laisser vous présenter un petit peu plus longuement pour les gens qui nous suivent, raconter qui vous êtes et votre parcours. Et la galanterie m'impose de demander à Claire Marta tout d'abord. Enchantée de faire votre connaissance. Comme l'a dit Julien Bisson, je suis illustratrice. Donc, je travaille essentiellement pour la presse, mais j'ai également un travail de longue haleine en collaboration avec des équipes archéologiques au CNRS. Et sinon, en ce qui concerne mon parcours, eh bien, je me suis issue d'une filière plutôt scientifique et je me suis rapidement dirigée vers les arts appliqués pour finalement revenir un peu à mes sources et m'orienter en illustration scientifique, qui désormais fait entièrement partie de ma vie professionnelle et de la manière dont j'envisage notamment le dessin des animaux. Très bien. Merci beaucoup. Stéphane Kiel, même question à vous, si vous pouvez vous présenter à vous un peu vous-même et nous expliquer votre parcours.
Alors, je m'appelle Stéphane Kiel, je suis auteur et illustrateur. C'est vrai que je fais ce métier-là depuis un certain nombre d'années, une vingtaine d'années à peu près. J'ai publié mon premier livre en 2000, donc ça remonte un petit peu, et puis après j'en ai plus fait, puis après j'en ai refait. Entre-temps, j'ai beaucoup travaillé, donc mon vrai métier, je dirais que c'est ce que j'explique souvent aux enfants, c'est plutôt illustrateur, c'est ce que je fais toute la journée. Plutôt, de temps en temps, je passe aux mots, mais pour moi, c'est toujours un petit peu plus douloureux, même si je le fais avec beaucoup de plaisir. Et donc, j'ai notamment travaillé pour la presse, la communication, ce que je continue toujours à faire. Donc, j'ai toujours plaisir aussi à travailler pour d'autres supports. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, le livre prend une plus grande part dans mon travail. Je lui consacre un petit peu plus, et notamment avec La Martinière, les livres que vous avez présentés, mais aussi pour d'autres éditeurs comme Actes Sud, Sarbacane et d'autres. Voilà, où j'explore effectivement parfois le monde animal. Il revient souvent, et c'est peut-être pour ça qu'on est ensemble aujourd'hui aussi. Bah, peut-être que vous pouvez prolonger justement votre réponse. Qu'est-ce qui explique que le monde animal soit si souvent présent sous votre crayon? Alors, plus que le monde animal, je dirais que c'est plutôt ce qui les entoure. Et donc, comme les animaux font partie aussi de certains milieux d'écosystèmes que j'essaie de décrire, ou dont je m'empare pour me servir au service d'une histoire, je dirais, tout d'un coup, ils deviennent aussi le vecteur d'une histoire. Et c'est souvent dans ces positions-là qu'ils sont représentés. Et c'est pour ça que finalement, leur visage, est-ce que je les montre vraiment? C'est une vraie question. Alors que c'est vrai que je les ai utilisés, ou j'ai utilisé des figures animales comme un chien, par exemple, dans une série qui s'appelait Les Amis de mon ami Carla, non, enfin, Mon ami Carla plutôt, qui a fait après l'objet d'autres livres par la suite, où c'était une sorte de discussion entre une petite fille qui avait son chien. Le chien ne parlait pas du tout, donc il regardait finalement un petit peu son corps d'animal, mais il était quand même le vis-à-vis, et c'est celui qui permettait la discussion et l'échange. Donc, et là, pour le coup, il était représenté plus d'une manière un petit peu, enfin, très illustrée. Il avait vraiment un caractère voilà, propre à lui, que je lui avais donné. Et puis ensuite, j'ai un petit peu dérivé, parce que finalement, j'ai fait pas mal de documentaires aussi. Je me suis un peu attaché à ce genre aussi, qui m'a permis de m'inscrire dans une illustration un peu plus, presque plus réaliste, en fait, on va dire, même si j'aime pas trop ce mot-là. Et du coup, dans la série, donc celle dont vous parliez, blanc, rouge et vert, effectivement, ces animaux ont quelque chose de plus réaliste, en tout cas j'essaie de les dépeindre un petit peu dans leur milieu, et donc effectivement ils deviennent mes vecteurs d'histoire aussi. Hmm. Père Martha, et vous de votre côté, qu'est-ce qui vous a amené à faire des animaux un objet qui n'est pas l'unique, mais un objet important de votre travail? Bah, ça peut s'expliquer par plusieurs choses. J'ai passé jusqu'à mes 18 ans, j'allais tous les week-ends à la campagne. J'ai passé énormément de temps à la campagne étant petite, donc j'étais, on va dire, habituée à observer la nature, mais je ne parle pas des animaux seulement domestiques, mais seulement des animaux aussi du potager, et puis pas seulement des animaux, d'ailleurs, le changement de saison, etc. Donc, je pense que ça a déjà créé une sorte de terreau. Et ensuite, par la suite, quand j'ai commencé à travailler vraiment le dessin, et que je me suis vite orientée vers l'illustration scientifique, en fait, le dessin de l'animal devient une sorte de défi. Et comme je voulais entrer dans des sections bien particulières dans lesquelles il fallait présenter un dossier, on était souvent amené à faire notamment des carnets de croquis. Et une fois qu'on a dessiné des gens dans le métro pendant des semaines, on a envie aussi de changer de sujet. Donc c'est vrai que je me retrouvais souvent au Muséum d'histoire naturelle à croquer pour le moment les animaux naturalisés, donc ils ne bougeaient pas, c'était plutôt assez confortable. Et ensuite, on se confronte aussi à des animaux en mouvement. Et là, ça devient plus compliqué, ça devient plus dangereux aussi pour soi. Et on a peut-être plus de déceptions, et on a aussi des bonnes surprises. Et de toute façon, dans la pratique du dessin, c'est dans l'expérimentation, c'est dans le travail régulier qu'on s'améliore. Et donc, du coup, c'est surtout dans cet objectif-là, vraiment d'atteindre mon objectif professionnel durant mes études, que je me suis orientée peut-être un peu plus sur le dessin animal. Et moi, j'ai une approche davantage naturaliste en fait du dessin, et peut-être plus scientifique. Donc, j'ai aussi une approche de l'anatomie
particulières, etc. Donc voilà. Puis c'est un concours de circonstances et de rencontres aussi humaines qui m'amènent aussi maintenant à dessiner assez régulièrement des animaux. Voilà. Vous parlez d'un travail scientifique avec une approche naturaliste. Stéphane Kiel parlait tout à l'heure justement de la question du réalisme. Quand on dessine des animaux, on voit bien le travail sur des animaux qui peuvent être anthropomorphiques, des animaux qui peuvent être très, 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 très stylisés. Qu'est-ce que ça apporte, le réalisme, jusqu'au bout, jusqu'où est-ce qu'on peut pousser cette recherche du réalisme et qu'est-ce que ce réalisme apporte à ce dessin? Alors, en ce qui me concerne, comme je travaille souvent avec des scientifiques, il y a aussi une attente de justesse, en fait, dans le dessin et des éléments qu'on attend aussi que je représente dans le dessin. Donc, en fait, en général, le réalisme va jusqu'au degré de détail que l'on attend de mon travail. Mais c'est vrai qu'en fait, en parlant de réalisme, c'est un peu compliqué parce que pour moi, le réalisme, c'est pas seulement du photoréalisme, en fait. On est sur quelque chose d'autre. C'est-à-dire qu'un dessin en 3 traits peut être totalement réaliste et peut transmettre parfaitement l'attitude ou le mouvement d'un animal, bien plus qu'un travail qui peut être sur lequel on a pu revenir pendant des heures, par exemple. Donc, c'est un petit peu particulier, en fait, je dirais. Mais souvent, ça répond à une demande, en fait, le degré de naturalisme et de réalisme qu'on veut insuffler à un dessin. Alors Stéphane Kiel, Claire Martin a devancé un tout petit peu ma question, qui est ma question suivante, qui était de savoir ce qu'un dessin pouvait apporter, qu'une photo d'un animal ne pouvait pas. Quelle est votre approche sur justement cette question du réalisme et de ce que le dessin apporte par rapport à une photo de ces animaux? Alors, c'est vrai que j'étais un peu pris au piège parce que finalement, depuis quelques temps, en fait, j'explore un petit peu ces grands, on va les appeler comme ça, comme des grandes horizontalités qui sont des grands décors en fait dont je me sers pour illustrer mes livres. Et du coup, j'étais un peu pris au piège en fait de cette question réaliste. Alors effectivement, je te rejoins totalement en fait sur la question du réalisme. En fait, c'est pas forcément en fait être totalement didactique en fait face à ce qu'on représente. C'est surtout en fait insuffler en fait une idée effectivement. Alors là, si on parle des animaux ou alors effectivement de la nature, en tout cas, c'est créer cette idée-là. Et cette idée-là, souvent, elle est créée par la question du mouvement, en fait, pour moi. C'est-à-dire que tout d'un coup, voilà, si on peut insuffler l'idée de quelque chose de vivant, qui est du vent, qui est quelque chose qui bouge à l'intérieur, enfin voilà, tout ça se passe aussi par la matière, la manière dont on va la poser, en tout cas sur le papier ou en tout cas sur le support graphique. C'est ce qui va permettre, en tout cas, de créer cette idée de réalisme, en tout cas du moment. C'est plus comme ça que je le décris, en fait. C'est pas tant, en fait, sur cette représentation qui pourrait être photographique, c'est plutôt celle qui va donner l'émotion du moment que j'aurais moi vécu face à cette immensité, même si que je l'ai vécu ou que je puisse l'imaginer. Donc, elle est plutôt là-dedans, en fait. Le réalisme, c'est plutôt à quoi on pense, plutôt que ce qu'on voit véritablement, en fait. Donc, c'est une vision, en tout cas, possible qui amène justement, qui accompagne en tout cas l'idée du dessin. Dans l'album que je montrais, dans Blanc par exemple, on suit notamment un renard, mais il y a aussi, on voit apparaître un ours blanc, on voit apparaître un écureuil, on voit apparaître des oiseaux. Est-ce qu'il y a des animaux que vous aimez dessiner plus que les autres? Alors moi, pas forcément. C'est-à-dire que c'est souvent, en fait, ils me sont amenés un peu par hasard. Enfin, comme quand je vous parlais de vecteur, en fait, c'est que bon, le renard existait effectivement dès le début, puisque typiquement pour cette série-là, je commence toujours par le texte. D'abord, j'ai besoin que le texte puisse fonctionner, qu'il soit rythmé et qu'il puisse presque vivre sans les illustrations. Le renard était déjà là dès le départ, par exemple, dans Blanc, dans l'histoire, puisqu'il permet finalement au narrateur de se perdre ensuite dans la forêt. Il va comme ça pouvoir explorer en tout cas celui qu'il connaissait moins.
Et ensuite, les autres animaux en fait, qui participent je dirais, à l'animation de ce monde vivant justement créer ce mouvement-là. C'est-à-dire que parfois, j'ai besoin d'oiseaux, donc forcément, j'essaye d'être cohérent un petit peu par rapport au lieu que je vais décrire. Donc là, typiquement, il y a des corbeaux, des corneilles, je ne sais plus ce qu'il y avait, un écureuil, je crois, etc. C'est pas forcément que j'aime forcément plus les dessiner que d'autres. C'est juste que en fait, ils avaient une sorte de cohérence, en tout cas dans l'organisation que j'avais déjà établie dans l'histoire. Donc, ils sont apparus comme ça. Et souvent, ils ne sont pas forcément décrits dans le texte. Ils participent simplement au décor, en tout cas, de ce que je peux proposer dans une histoire. Même question pour vous, Claire, dont je montre un petit peu, par exemple, votre travail, par exemple, pour Angélique, une plaine sauvage, c'était les espèces à protéger. Est-ce qu'il y a de votre côté des espèces animales pour lesquelles vous avez un faible particulier ou qui, en tout cas, sont plus amusantes ou agréables à dessiner que d'autres? Agréable à dessiner, je ne sais pas. Alors, j'ai une grosse période chat. Aussi parce que le chat est un animal domestique et pas besoin d'aller au zoo ou d'aller en Afrique du Sud pour en croiser. Donc déjà, il y a une certaine commodité à dessiner des chats d'après nature. Et en plus de ça, un chat peut avoir vraiment des attitudes très, très différentes. Ça a un corps presque élastique. Donc c'est vrai que il y a aussi un jeu de tension, un jeu de rythme, un jeu d'attitude, un jeu même de regard chez le chat qui peut être assez facile à appréhender par le dessin et à travailler. Sinon, non, j'ai eu une grosse période d'oiseaux aussi. Et pour le coup, les oiseaux, c'est à double tranchant parce que les oiseaux en vol, c'est extrêmement, enfin, à mon sens, c'est extrêmement difficile à représenter, surtout si on veut que ce soit à peu près, en tout cas, à peu près cohérent, voilà, que l'équilibre soit présent. Là, c'est très compliqué, d'autant que l'observation des oiseaux en vol, un oiseau reste rarement en vol statique. Donc, c'est vrai que ça représente aussi un certain danger pour l'illustrateur de se confronter à cet exercice-là. Mais voilà, si je dois en choisir deux, c'est peut-être les oiseaux et le chat, vraiment. Vous parlez du mouvement des oiseaux en vol. Tout à l'heure, vous parliez déjà de la difficulté parfois du mouvement. Est-ce que c'est là où réside la principale embûche à surmonter quand on veut dessiner des animaux, ou est-ce qu'il y a d'autres points de difficulté que nous, qui ne sommes pas illustrateurs, on n'a pas forcément conscience? C'est quoi les principaux défis quand on s'attaque à ce dessin si particulier? Alors, moi, je peux parler qu'en termes de dessin naturaliste, parce que c'est essentiellement celui que je travaille en ce qui concerne les animaux. Mais même en dehors du mouvement, en fait, ce qui est compliqué à rendre, c'est une attitude réaliste et vivante en fait de l'animal, qu'il soit en mouvement ou statique. En fait, dans tous les cas, il y a des sortes de points d'ancrage, des angles bien particuliers, des volumes à appréhender qui sont un peu, qui sont pas forcément innés en fait et qui demandent, je pense, un bon travail d'observation en amont. Mais souvent, ce dont on a tendance à aller plutôt vers le dessin du museau ou de la tête et à se perdre peut-être assez vite dans des détails, alors qu'en fait, ce qui fait, à mon sens, la vivacité et le rythme d'un dessin animalier, c'est surtout en fait sa posture et l'ensemble en fait du dessin et pas seulement son regard et pas seulement sa tête en fait. C'est vraiment une construction, c'est vraiment un équilibre aussi à trouver. Et puis moi j'ai une approche aussi scientifique, peut-être un peu plus scientifique et anatomique de la chose. Donc c'est vrai que on sait où se trouve la cage thoracique, on sait à peu près le volume que ça peut prendre, les différentes échelles de la tête par rapport au corps, par rapport aux membres inférieurs, supérieurs. Donc, c'est vrai que j'ai tendance un peu à construire de cette manière-là, peut-être un peu comme la sculpture, c'est-à-dire partir d'un bloc dans lequel s'inscrit l'animal dans la position dans laquelle je veux le présenter, et ensuite venir un petit peu tailler ou ajouter de la matière aux endroits où il y a peut-être plus de muscles ou peut-être moins, ou voilà, c'est plutôt un jeu comme ça, mais dans tous les cas, c'est extrêmement, enfin, moi, à mon sens, je trouve ça vraiment très, mais tous les êtres vivants sont très compliqués à dessiner, tout comme les portraits. Ça peut être, on voit assez vite en fait quand ça fonctionne pas, quand c'est bancal, voilà. Mais ce qui est le plus difficile, c'est vraiment de déceler sur quel point jouer pour que ça fonctionne d'un coup. Et des fois, il suffit vraiment de pas grand-chose en fait. Ce que vous dites me fait penser, je crois que c'était Uderzo qui
qui demandait toujours au jeune dessinateur de lui dessiner un cheval pour voir s'il savait dessiner. De votre Ouais. côté, Stéphane Kiel, quels sont les défis qui se présentent à vous, les plus importants, les plus décisifs en tout cas, quand il s'agit de représenter ces animaux? Alors, moi, je dirais que c'est pas forcément un grand défi pour moi. Je le considère pas comme ça. Après, c'est effectivement, encore une fois, c'est souvent en fait ces animaux-là sont dans un contexte, donc le contexte aussi me permet de me rattraper parfois. Donc en fait, parfois on triche un peu, on trouve des raccourcis, des choses comme ça, et qui permettent un petit peu de promener le regard ailleurs. On n'est pas forcément toujours dans une justesse folle. Je me souviens d'ailleurs des dessins naturalistes du XVIIIe siècle, de gens qui n'avaient pas encore vu en fait, les animaux qu'ils représentaient. Donc, c'était assez intéressant en fait, de voir leur représentation et de voir notamment en fait, la manière dont ces corps pouvaient être allongés, parce qu'en fait, finalement, c'était une histoire qu'on leur racontait. Et c'est un petit peu comme dans cette position-là que je me mets. En fait. Par exemple, quand j'ai représenté un tigre dans Vert, qui était le premier album de cette trilogie dont vous parliez. À part les tigres que j'avais pu voir dans un zoo, et j'en ai jamais vu en fait enfin, dans un milieu naturel. Donc du coup, pour moi, et je ne faisais que puiser en fait dans un certain nombre de documentations, en tout cas pour essayer, comme tu le disais tout à l'heure, en fait, essayer de comprendre un petit peu leur squelette, de comprendre comment ils pouvaient bouger. Mais ce qui m'intéressait, c'était aussi voilà, d'illustrer l'histoire que j'avais pu écrire. Et donc, très rapidement, en fait, j'ai trouvé des raccourcis, des choses qui me permettaient, en tout cas moi, avec mes possibles, de pouvoir le représenter. Donc voilà, c'est pour ça que des fois, je dis on triche un petit peu. Mais, mais effectivement, la question a été soulevée, c'était bien dessiner si finalement, en fait, selon la matière qu'on va peut-être utiliser, ben, on aura une autre manière, en tout cas, de représenter un animal. Ce qui est surtout intéressant, c'est surtout bien regarder, voir un petit peu comment tout ça fonctionne, et ensuite, de très peu de choses, en fait, finalement, on peut aussi arriver à quelque chose qui soit, en tout cas, la vérité qu'on a envie de transmettre. Mais justement, quand on travaille sur un tigre, quand on travaille sur un renard, a priori, ils sont pas là pour poser juste devant nous et pour Oui. pouvoir bouger juste devant nous à notre guise. Comment se passe le travail documentaire dont vous parlez? Il se passe, c'est beaucoup de documentation par rapport au contexte en fait, dans lesquels je vais les plonger. Euh, et ensuite, en fait, c'est comme un petit travail de découpage, en fait, presque de journaliste, en fait, de documentaliste, en fait, qui va puiser un certain nombre d'images, j'essaie de comprendre encore une fois où il habite, de quoi il est fait, et puis dans quel contexte il peut bouger. Et donc voilà, c'est comme ça que je puisse plein d'informations. Donc, je me fais des petits dossiers comme ça qui me permettent de regarder régulièrement en fait, pour essayer de m'inspirer de tout ça. Et après, forcément, en fait, on parlait de comment est-ce qu'on allait le construire. Donc, il y a effectivement le squelette, mais il y a aussi de quoi il est constitué, s'il est des poils, des plumes, des choses comme ça. En fait, donc forcément, il y a des choses qui vont, peut-être que c'est des outils en fait qu'on va utiliser qui vont permettre en tout cas d'aller au plus juste, en tout cas par rapport à ce qu'on a envie de raconter. Voilà, il y a plein de manières, mais c'est surtout de la documentation, en fait, je dirais, au départ. On le disait en ouverture, ce petit webinaire s'intitule Le visage des animaux. Alors, ça peut paraître étonnant parce qu'a priori, le visage, c'est un mot qu'on utilise pour les humains et pas tant pour les animaux. Parler du visage des animaux, c'est déjà leur donner une forme de personnalité, des émotions. Est-ce que ce sont des questions qui se posent à vous quand vous les dessinez? Et je dois répondre. Oui, forcément. En fait, c'est peut-être effectivement donner un visage, ça veut dire, c'est quoi? C'est plutôt essayer de se dire à quoi il pense, en fait, finalement. Puisque c'est un petit peu ça, en fait, les traces qu'on peut nous trouver sur nos visages, en fait, quand on lève un sourcil, quand on sourit, etc. En fait, on pourrait imaginer un vis-à-vis et se dire, en fait, effectivement, c'est un mode d'expression. En fait. Alors, c'est plus difficile à déceler, effectivement, chez les animaux, parce que moi j'ai un chien d'ailleurs, et souvent on invente en fait ses émotions en fait, et donc on parle à sa place en fait quelque part. Donc et parfois, c'est un peu les prémices d'une histoire, hein, d'ailleurs, essayer de comprendre un petit peu comment lui il peut fonctionner. Donc, voilà, c'est un peu dans cette idée-là. Après, effectivement,
encore une fois, moi, je les utilise plus comme des... alors, ils ne sont pas pots de fleurs, hein, mais ils sont... en tout cas, ils naviguent comme ça un petit peu dans ces univers-là, mais ce n'est pas forcément les acteurs premiers. Puisque la narration est souvent faite à la première personne, c'est souvent un narrateur, toujours d'ailleurs, dans cette série-là, c'est un narrateur qui parle à la première personne. Donc, en fait, c'est plutôt lui qu'on va suivre. Eux ne sont que des points de fixation en fait, qui permettent en tout cas à lui de trouver une solution, de raconter ses émotions, des choses comme ça. Je vais revenir juste après sur la façon de ce qu'on projette sur ces animaux, de quoi ils sont les réceptacles, mais peut-être demander à Claire Marta aussi cette question du visage des animaux, de la façon dont on les investit d'une personnalité ou d'une émotion. Est-ce que c'est quelque chose, quand vous faites justement aussi du travail scientifique, eh ben, vous essayez, vous leur donnez aussi cette forme de personnalité? On sait que pendant très longtemps, on a pensé que certains animaux étaient particulièrement violents, doux, féroces, calme. Est-ce que c'est quelque chose qui transparaît dans votre travail? Alors déjà, les qualifier de féroces, etc., c'est déjà leur donner une sorte d'intention quelque part, alors que je pense que l'animal n'a pas forcément l'intention d'être cruel ou ce genre de choses. Donc ça, c'est pareil. Mais ça, c'est peut-être le côté scientifique qui ressort un peu de mon côté. C'est un petit peu délicat, on va dire. Moi, je sais que alors, en termes de visage, je caricature pas les animaux. En tout cas, j'ai pas encore eu l'occasion de le faire. Peut-être qu'un jour, je m'essaierai à cet exercice. Mais en tout cas, il y a quelque chose sur lequel j'accorde énormément d'importance dans les animaux que je représente, c'est le regard, c'est les yeux. Et souvent, il y a beaucoup de choses qui passent par là. Alors, soit je me base sur un animal que j'ai vu, mais souvent, en fait, c'est moi qui ajoute spontanément un petit peu de lumière dans le regard ou ce genre de choses. Et en fait, à partir de là, sans vraiment le vouloir, il y a peut-être une émotion qui se crée, mais c'est pas ma volonté propre, on va dire. Et encore une fois, je suis pas du tout dans la caricature, je suis pas du tout dans la personnification des animaux quand je les dessine. Donc c'est peut-être, je parle assez peu de visage en fait dans ma pratique, mais je pense que notamment dans la BD ou dans ce genre de domaine artistique, c'est vrai que l'anthropomorphisme est souvent de mise, mais enfin, on n'est même pas obligé de parler seulement de visage, mais moi je pense à notamment, là ça me fait penser à Béatrix Potter. Moi c'est des livres et des dessins animés que j'ai beaucoup regardé étant petite, et en fait l'animal est complètement personnifié, alors qu'en fait il a plutôt un aspect très naturaliste finalement. On lui ajoute un bonnet ou un cardigan bleu, et tout d'un coup ça devient vraiment un personnage à part entière. Donc des fois ça réside même pas dans le visage à proprement parler de l'animal, quoi. Ça peut être d'autres attributs, d'autres éléments à ajouter au dessin. Vous parlez de Béatrix Potter, la grande romancière jeunesse. Comment est-ce que vous expliquez que la place si importante de l'animal au sein justement de cette littérature jeunesse? Ça remonte à très longtemps. Dès les contes, dès les fables d'Ésope, on retrouve des animaux, La Fontaine, et ainsi de suite. Et on a l'impression que jamais ça ne s'épuise. Jamais la place de l'animal au sein de la littérature jeunesse ne diminue. Comment est-ce que vous expliquez cette place si importante? Bon, je pense qu'il peut y avoir plusieurs explications, mais en l'occurrence, je pense que l'animal, on associe souvent un caractère bien précis à un animal. C'est-à-dire que souvent, la tortue, elle va être soit vénérable, calme, voilà. Alors que une tortue, ça peut être aussi jeune et fringant, hein, pourquoi pas. Mais c'est vrai qu'on a tendance vraiment à prendre l'animal comme une sorte de réceptacle d'un caractère humain, et ainsi, en fait, peut-être personnifier vraiment un caractère à proprement parler. C'est peut-être un moyen aussi séducteur, parce que l'animal a un potentiel de séduction qui me semble presque infini et presque universel. Donc il y a aussi une attractivité, une émotion que provoque l'animal que provoquerait peut-être pas la représentation d'un être humain en colère ou voilà. Stéphane Kiel, votre regard sur cette question, justement? Je pense qu'il a effectivement cette singularité-là, c'est que bien avant, en fait, effectivement, on décrivait déjà, on a toujours décrit en fait le monde animal en fait dans la littérature et notamment en fait celle peut-être dédiée à un moment donné, en tout cas pour la jeunesse.
quand celle-ci est vraiment apparue telle qu'elle. Et puis d'ailleurs, on peut penser d'ailleurs à un des premiers livres, ou peut-être un des premiers livres illustrés, en fait, c'était Babar. Donc c'était déjà, on avait déjà cette figure animale en fait paternaliste aussi, et avec ces petits en fait qui apparaissaient. Et moi, je pense aussi, et du coup, effectivement, il y a ce côté un petit peu comment s'identifier finalement. On peut identifier peut-être un lieu aussi grâce à un animal, à un endroit, une émotion, des choses comme ça. Et moi, je pense surtout à justement en fait la recrudescence en fait, et le nombre de livres illustrés, en tout cas sur les animaux. Je pense aussi à Tom Ungerer, qui a totalement changé en fait la face des animaux en fait possibles, en tout cas dans la littérature jeunesse, et notamment dans le livre illustré. Quand il a commencé à justement proposer des animaux dont personne ne voulait, comme la chauve-souris, un serpent, des choses comme ça en fait dans les années 60. C'était la première fois en fait finalement on découvrait des animaux qui potentiellement en fait étaient plutôt décrits comme des animaux dont on n'avait pas envie qu'on n'avait pas envie de voir. Et là, tout d'un coup, en fait, il les rendait, il les mettait à l'honneur, en fait, et il devenait comment dire, aussi les figures, en tout cas, d'histoire qui permettaient de véhiculer un autre sentiment. Donc, effectivement, en fait, finalement, on puise, en fait, un petit peu dans le monde animal. Si on parle d'une chauve-souris, elle vit plutôt la nuit. Elle va peut-être être, je sais pas, comparée à un vampire, effectivement. Donc, du coup, ça amène plein d'histoires, et je pense que c'est ça aussi, c'est leur caractère, en fait, qui sont parfois plus simples. En tout cas, ils vivent dans un écosystème, ils ont une manière de vivre qui permettent aussi d'immiscer ce mode de vie, en fait, dans une autre histoire, si on la transpose sur la nôtre. Et tout d'un coup, ça crée, en fait, cette confrontation crée une autre identité. Et je pense que, du coup, on a aussi, je pense, beaucoup puisé, en tout cas, dans le monde animal, et depuis toujours, en fait, à cause de ça aussi. Ça nous permettait, en tout cas, de s'identifier, de nous identifier à autre chose, de nous mettre dans un autre domaine. Et puis, oui, parce qu'on fait partie d'un tout. Parce que c'est effectivement, dans Vert, d'ailleurs, c'était l'objet de enfin, c'était ma première idée, c'était, enfin, pourquoi j'ai fait vert, c'est parce que en fait, justement, quand j'avais lu le livre de la jungle, je trouvais que Shere Khan, donc ce tigre qui était représenté balafré, avec le pelage pelé, on sent que voilà, il a subi les flammes d'un incendie qui ont été provoquées par les hommes, etc. En fait, permettait aussi, c'était le début de mon histoire, qui est devenu d'ailleurs la fin de mon histoire à moi, justement cette confrontation entre l'être humain et l'animal. Et ce livre m'a permis aussi de comprendre en fait la manière dont on pouvait décrire ce type d'animaux à un moment donné, en fait. Et moi, j'avais envie de le remettre dans le contexte d'aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il représentait aujourd'hui? Est-ce que c'est vraiment cet animal? Est-ce que c'est pas plutôt lui qui avait subi voilà, les hommes que le contraire, en fait? Je veux dire que par là, que c'est la façon dont on projette des choses sur ces animaux, la façon dont on les représente, dit quelque chose aussi de la façon dont ils sont euh, ressentis, évalués, regardés en tout cas par le reste de la société, par notre époque. Je pense un petit peu, ouais, c'est effectivement, on a tous on se projette un petit peu par rapport ils nous permettent aussi, comme ils sont pas tous présents en fait dans chaque lieu géographique, etc. Ils permettent aussi de localiser un certain endroit. Par exemple, quand on parlait je sais plus, des pandas ou non pas des pandas, ceux qui grimpent sur les eucalyptus, je me souviens plus maintenant. Les koalas. Et voilà. Merci, les koalas, bien sûr. Voilà, en fait, devenait en fait l'image de justement tous ces incendies en Australie. Voilà, en fait, si on parle d'eux, en fait, à un moment donné, voilà, on les resitue tout de suite. Je sais pas, en fait, ça permet aussi de tout de suite localiser un lieu. Pour moi, ils font vraiment partie aussi de lieux, et c'est difficile de les désolidariser de ces lieux parce que finalement, moi, j'aime très peu les zoos, même si j'y suis allé avec mes enfants, notamment au Jardin des Plantes, qui est quand même un très très joli lieu, mais pour dessiner entre autres. Voilà, donc c'est quand même vachement bien aussi de les voir dans leur contexte et puis pouvoir reporter en fait ces idées-là enfin utiliser ça, ces matières-là pour certaines histoires.
Et c'est aussi, alors il y a une question, je le dis tout de suite, il y a une question de nos spectateurs, spectatrices, que je vais vous poser juste après. Je le dis aussi pour pouvoir encourager les autres participants à nous envoyer leurs questions, on va pouvoir y répondre. Peut-être avant cela, une dernière question que je vais vous poser, notamment à tous les deux, parce que dans votre travail sur les animaux, il y a aussi cette question du lien à un monde animal, un monde sauvage. On pourrait discuter du terme sauvage, mais en tout cas un monde sauvage duquel l'homme est séparé, qu'il essaye il essaie de voir quel peut être le lien qu'il peut renouer avec ce monde sauvage. Dans J'habite une plaine sauvage, Claire Martin, vous faites justement ces dessins des espèces en voie de disparition. Est-ce que dessiner ces animaux qu'on ne voit pas, qu'on ne voit peut-être, qu'on ne verra peut-être plus, c'est aussi d'une certaine façon nous rappeler la présence et l'existence de ce monde sauvage, c'est quelque part les ramener dans le champ de notre réalité. Claire Martin? Enfin, oui, tout à fait. Enfin, en fait, ça montre aussi, à mon sens, la diversité. En fait, on réalise pas la diversité animale, et on s'inclut dedans, hein, qui peut exister à la surface de notre Terre. Et c'est vrai que mettre en avant des animaux, et je suis assez fervente de représenter des animaux qui sont pas forcément des animaux qu'emblématiques, comme on a parlé du koala ou bien même de l'ours polaire ou de la girafe, mais vraiment aussi parler d'autres animaux qui sont tout aussi intéressants, parce qu'il n'y a pas de classement à faire entre une fourmi et un éléphant, hein, par exemple. Mais, euh, mais oui, c'est un moyen d'éduquer aussi d'une certaine manière et peut-être de susciter une certaine curiosité quant à l'environnement dans lequel on évolue. Je dirais même que peut-être aussi provoquer une certaine émotion, cultiver une certaine forme d'attention à l'autre, que ce soit l'animal ou même entre êtres humains, hein. Je pense que sincèrement, si on cultive l'empathie de cette manière-là, ça peut apporter que des bonnes choses, mais peut-être être un petit peu moins nombriliste et ouvrir les yeux sur des choses qui existent peut-être à des milliers de kilomètres, mais avec qui on partage quand même notre air, notre terre et notre eau, quoi. Donc, voilà. Stéphane Kiel sur cette question. Oui, effectivement, c'est cette empathie, cette attention, en fait, je dirais sur laquelle il faut porter bah voilà, toute son attention, en fait, je dirais. Donc, c'est souvent comme ça que je construis mes histoires. Il y a quand même ça qui est un petit peu, c'est ce qui est souvent en jeu, en tout cas. Euh, Au-delà de la question écologique, parce que je ne suis pas un spécialiste, malgré le fait que je crois à certaines choses et que je pense qu'en fait, il faut un petit peu se calmer, en fait, en vrai, qu'il faut faire un petit peu plus attention un petit peu à tout ce qui nous entoure, même si moi, j'ai l'impression d'avoir été élevé comme ça et que, en fait, on a toujours fait en sorte voilà, de respecter en tout cas tout ce qui peut arriver autour. Aujourd'hui, ça devient un vrai sujet, un vrai thème, parce qu'on est un peu on est forcément dans l'urgence. Donc, voilà, moi j'essaie de ramener une petite pierre à l'édifice. C'est souvent des livres en fait plutôt qui sont des sortes de questionnements avec une première réponse qui est une première réponse illustrée avec une histoire, mais dans laquelle en fait apparaît à chaque fois quand même une question. D'ailleurs, souvent en fait dans les seuls dialogues que je peux mettre à l'intérieur de ces livres, il y a souvent un questionnement, en fait, une question en tout cas soit entre deux personnages et souvent attrait à ce qui les entoure et pourquoi il y a ce changement-là et implicitement en fait j'ouvre un petit peu la question qui me permet voilà, de la poser en tout cas directement aux lecteurs qui sont plutôt des enfants c'est de prendre en considération effectivement les lieux que je dépeins, donc soit la jungle, soit effectivement il y a eu plutôt la montagne, voilà, il y a des lieux qui sont plus arides, etc. Alors, je me tourne vers la question alors, c'est une question de Val qui nous pose cette question. Est-ce que les personnages animaux ne permettent pas également de leur faire dire ou faire des choses qui seraient moins acceptables si elles étaient dites ou faites par des personnages humains? Par exemple, adopter des stéréotypes genrés. Quel est votre regard sur cette question? Oui, moi je suis complètement d'accord avec ça. Ça permet un peu comment dire, de prendre un peu de distance par rapport à l'être humain, mais en attendant d'aborder des sujets qui sont parfois un peu délicats à aborder, notamment avec un public assez jeune.
et prendre une certaine distance, mais quand même aborder le sujet, un sujet parfois un peu difficile. Mais oui, clairement, les animaux dans l'animation, même dans l'illustration jeunesse ou que sais-je, sont clairement des outils en fait de pédagogiques sur des problèmes de société, sur des questionnements qu'on peut se poser qui sont parfois un peu rudes pour la toute jeune génération. Stéphane Kiel. Oui, effectivement, d'être trop frontal parfois, en fait, du coup, parfois, comment dire, le discours, ou en tout cas le message peut devenir mièvre, des fois de le détourner, de le grimer et de prendre les aspects d'un grand théâtre, en fait, permet aussi voilà, de créer ces personnages et de leur donner une identité, et puis de faire passer des messages, effectivement, qui peuvent être plus forts, en fait, entre que ce soit le genre, la question du climat, la question de toutes ces choses-là, en tout cas, aussi, toutes les questions que pourrait soulever, en tout cas, qui sont parfois des questions un peu lourdes, un peu difficiles, un peu compliquées pour certaines populations. Voilà, la question de la discrimination, c'est parfois plus simple, en tout cas, de les proposer, en tout cas, sous l'aspect d'un personnage, en tout cas, qu'on aurait inventé et qui soit moins frontal, en tout cas, directement. Et beaucoup peut-être plus simple aussi parfois pour les enfants, en fait. Voilà. Et j'ai l'impression que la question, c'est aussi de dire, est-ce que parfois on ne va pas trop loin dans le sens où on va genrer les animaux, on va leur faire donner Dans l'autre sens, ouais. dans l'autre sens des comportements où si c'était fait par des humains, on se dirait non, c'est pas possible, mais que si c'est fait par des animaux, d'un seul coup, ça passe davantage. Ah ouais, effectivement, il y a des choses au fait qui passent beaucoup mieux, mais c'est pour ça que voilà, les messages en fait, ils sont pas toujours bienveillants. Donc ils sont aussi des fois, on peut aussi dire des choses assez affreuses. En fait, on peut leur faire dire des choses affreuses. Après, des fois sous le trait de l'humour, c'est génial, et des fois, effectivement, ça passe un peu moins bien, mais souvent on les détecte en fait quand c'est pas bon. Je sais pas. Claire, là-dessus, est-ce qu'il y a il faut faire aussi attention à pas justement affubler les animaux de certains défauts, de certains attributs trop humains? Ben, si l'idée est de se déresponsabiliser totalement, je trouve ça assez moyen. Puis il y a aussi enfin, bon, après là, je pars peut-être un peu loin, mais une stigmatisation de l'animal. Si on décide que l'animal est cruel et toujours méchant dans les livres, enfin, l'animal n'a rien choisi dans cette histoire, et en plus de ça, n'est absolument pas cruel, ou en tout cas, dans l'état actuel des choses, on ne peut pas affirmer qu'un animal a des intentions de faire du mal ou de nuire à un autre ou quoi que ce soit. Donc c'est vrai que peut-être qu'il y a des limites à ne pas forcément franchir. Après, c'est selon aussi les contextes, selon le lectorat, selon beaucoup de choses. Beaucoup de choses peuvent être prises en compte dans ce genre d'analyse. On arrive à la fin de ce petit webinaire. Une dernière question très courte à chacun d'entre vous. Quel est l'animal que vous n'avez jamais encore dessiné, mais que vous aimeriez dessiner si l'occasion se présentait? Claire? Je réfléchis. Disons qu'en fait, à chaque fois que j'ai eu envie de dessiner un animal, je l'ai fait. J'ai pas forcément attendu d'avoir un projet professionnel pour le faire. Donc c'est vrai que j'ai pas trop d'animaux comme ça en tête que j'ai jamais dessiné. Je pense qu'il y en a des dizaines et des dizaines de milliers, mais c'est vrai que là, à brûle pour point, j'ai pas trop d'idées. J'ai peut-être pas beaucoup dessiné de girafes dans ma vie pour le moment. Bon, pourquoi pas des girafes, mais vraiment, c'est parce qu'il faut en Cette dire un. girafe n'est pas la vôtre. Voilà, Non, il faut le c'est dire. pas la mienne. Stéphane, de votre côté? Je crois que j'aimerais bien dessiner des insectes. En fait, je trouve ça assez étonnant. En fait, Ouais. comme je travaille beaucoup sur des grands espaces en ce moment, c'est beaucoup plus difficile pour moi de revenir en fait vers le plus petit. Donc peut-être que je ferai l'inverse. J'irai vers quelque chose de plus petit. Mais il y a aussi un animal que je n'aurais jamais pensé dessiner et que j'ai fait là. Donc j'ai promis à mon éditrice de le montrer. Donc il y a celui-ci qui va sortir. Donc c'est un cheval qui est sur la couverture, et donc qui devient aussi l'animal phare, en tout cas du prochain album. Donc c'est pas une trilogie, il y en aura 4 et il y en aura peut-être 5 après. Voilà, parce que
pourquoi faire une trilogie quand on peut en faire 4? Dans Noir, il y a un cheval et je ne pensais jamais dessiner un cheval de ma vie, en fait, parce que c'est une horreur, en fait. C'est assez compliqué, en fait, en termes de mouvement je sais pas, voilà, de structure, en fait, un petit peu à comprendre. Donc, j'ai un peu galéré, en fait, à vrai dire, mais je suis quand même content de l'avoir fait. Donc, je m'étais mis un peu des handicaps, en tout cas, sur ce livre-là. Donc, ce sera un grand cheval noir sur la couverture. Eh Voilà. ben, on a hâte on a hâte de le découvrir. Merci infiniment à l'un et à l'autre d'avoir pu répondre à toutes nos questions. Je rappelle donc vos livres qu'on peut vous retrouver. J'habite une planète sauvage, blanc et donc bientôt noir. Et puis évidemment beaucoup d'autres ouvrages. Merci infiniment à tous ceux qui ont pu nous écouter. Merci pour votre question. Et puis on se retrouve, j'espère, en physique la semaine prochaine au Salon du Livre et de la Presse Jeunesse de Montreuil. Merci infiniment à tous.